Français devaient ne pas me faire confiance, est-ce que vous croyez vraiment que je devrais continuer dans la vie politique? La réponse, c'est non. Aidez-moi. Nous avons 2 mois. 2 mois pour bâtir la plus formidable aventure. En plus, il y a le côté mauvais joueur. Ça, si je perds, je m'en vais. Bon, on n'y croit pas du tout. Il reviendra d'une manière ou d'une autre. Mais après, moi, ce que je peux dire, c'est que si je perds les élections, moi, je reviens dans mon usine complètement. C'est ça l'écologie de demain, c'est ça la nouvelle société, c'est celle qui est capable de faire des synthèses que ni la droite traditionnelle ni la gauche traditionnelle ne sont en capacité de faire. C'est un long cheminement. Il y en a qui ont signé parce qu'ils sont d'accord avec nos idées, d'autres qui apprécient les idées sans être nécessairement d'accord. Il n'y a pas de place dans la République pour la race. Je demanderai au lendemain de l'élection présidentielle au Parlement de supprimer le mot race de notre Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sortir de Schengen? Je vais vous le dire. Ça veut dire remettre les barrières, les postes frontières et les douaniers entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous y croyez? Voilà pour ce florilège des petites phrases de la semaine à propos de cette élection présidentielle. Autre candidat que nous recevons sur le plateau de France 2012, Nicolas Dupont-Aignan. Merci d'être des nôtres. Alors, je vais essayer de vous présenter, puisque nous sommes suivis au niveau international. Vous vous situez plutôt à droite? Je viens de la droite. Vous venez de la droite? Je suis gaulliste, au-delà de la droite et de la gauche. D'accord. C'est curieux, comme les hommes politiques français n'aiment pas cette étiquette de droite. Non, parce qu'en tant que gaulliste, je refuse justement cette opposition stérile. Je crois que c'est plus le bon clivage. Bon, vous êtes, on pourrait dire également, souverainiste, il faut que je définisse. Au Québec, on sait ce que c'est pour la sortie du Canada. Souverainiste, alors, par rapport à l'Europe. Vous ne l'aimez pas beaucoup, cette Europe, hein, je crois au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Je crois que la démocratie s'exerce dans le cadre national. Et depuis le référendum de 2005, qui a été bafoué par la signature du traité de Lisbonne, j'estime que l'Union européenne est profondément illégitime et qu'il faut rebâtir l'Europe sur des bases saines. Alors peut-être le mieux pour vous présenter, c'est de regarder votre portrait réalisé par Isabelle Soler. Il se verrait bien en Robin des Bois, Nicolas Dupont-Aignan, quand on lui demande de choisir un héros qui lui ressemble. Un Robin des Bois gaulliste, résistant vent debout contre la capitulation économique et sociale. D'aucuns diraient souverainiste, avec un mot d'ordre répété dans tous les cénacles, sur tous les plateaux. Non à l'euro, non à l'Europe. Il faut rendre à la France sa liberté. Il faut qu'elle puisse se protéger. Il faut qu'elle ait sa monnaie. Il faut qu'elle soit libre de ses moyens. Les Français auront peut-être leur dernière élection vraiment libre. Parce qu'après, ce sera Bruxelles qui décidera des impôts. Ce rejet de Bruxelles guide ses choix depuis 15 ans. Aux européennes de 99, il préfère la liste souverainiste pasquois à celle de son parti, le RPR, qu'il quitte l'année suivante. Proche de Philippe de Villiers à droite de la droite, puis de Chevènement à gauche de la gauche, il intègre l'UMP qu'il quitte aussi pour fonder Debout la République. S'il n'a pas eu ses signatures en 2007, il n'a pas dit son dernier mot pour 2012, malgré une campagne qu'il juge nulle. La campagne est minable, reconnaissez-le. Comme si en vérité, les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis 30 ans n'avaient comme seule solution pour rester au pouvoir que d'éliminer soit des nouveaux candidats comme moi, porteurs d'autres projets qui méritent d'être entendus, soit les challengers comme Marine Le Pen ou François Bayrou. Notre candidat continue à prêcher en terrain propice. Entreprise en licenciement, pays en faillite, ici en Grèce où il est accueilli en messie anti-européen. Crédité au maximum de 1,5% d'intention de vote, il ne désarme pas et défend bec et ongle, protectionnisme et préférence nationale. Ça vous rappelle quelqu'un ? Dans une récente interview, Nicolas le souverainiste s'imagine bien flanqué d'un Premier ministre patriote, tel le socialiste Arnaud Montebourg, ou pourquoi pas la très nationaliste Marine Le Pen. Oui, alors précisément,
on voit ce thème de l'Europe, de Schengen, c'est-à-dire réduire la libre circulation. Nicolas Sarkozy, finalement, est pour cette révision pour une Europe moins fluide. Il vous a fait les poches ? Je voudrais d'abord dire, par rapport au reportage, quand j'ai marqué Marine Le Pen, c'était une Marine Le Pen qui aurait abandonné le Front National, soyons clairs. Ouais, parce que je défends, oui justement, et c'est pour ça que je suis candidat, c'est parce que je défends un patriotisme républicain, ouvert, serein, de rassemblement. Et je crois que la France s'en sortira justement quand on sortira du piège qui est tendu à tous les Français depuis 20 ans, entre d'un côté la pensée unique UMP-PS et de l'autre le Front National. Il faut trouver une voie de liberté de la France pour qu'elle puisse résoudre ses problèmes. Je vous posais une question. Alors, je réponds à votre question. De cette réduction de la libre circulation, ce qu'on appelle Schengen, les accords de Schengen, vous vous réjouissez que Nicolas Sarkozy, finalement, vienne plutôt sur ce que vous proposez, puisque vous êtes référendum, par exemple, pour l'abandon de l'euro. Écoutez, c'est extraordinaire, c'est que Nicolas Sarkozy, avant les élections, répète souvent ce que je dis pour faire le contraire après les élections. Et si j'ai quitté... si j'ai quitté l'UMP, c'est parce que j'en ai assez de cette hypocrisie. On n'a jamais vu un président qui a tant bafoué le peuple français dans sa liberté, puisqu'il a fait voter Lisbonne, puisqu'il est en train de signer le traité de stabilité qui va supprimer le pouvoir budgétaire du Parlement français, et qui en même temps, sur les estrades, surfe sur quelques sentiments. C'est pas ça que je propose. C'est pas ça que je propose. Je propose pas le repli. Je propose des frontières pour contrôler nos migrations. Je propose une aide forte vis-à-vis de l'Afrique et du Maghreb pour stabiliser le bassin méditerranéen. Je propose de défendre l'emploi dans notre pays pour préparer le XXIe siècle. Alors on va y revenir, puisque tout à l'heure, l'un de mes confrères très européens, même presque fédéralistes, va nous rejoindre, Alberto Toscano. Avant cela, vous connaissez le principe de cette émission, nous sommes ouverts sur le monde. Nous partons dans le bureau de l'AFP, donc à Londres, rejoindre Guy Jackson. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Un mot que je pose classiquement, il y a un intérêt croissant pour cette campagne française de l'autre côté de la Manche, à Londres aujourd'hui ? Ah oui, c'est sûr, c'est très bien suivi dans les journaux ici, ça c'est sûr. Bon. Un peu moins à la télévision pour l'instant, mais oui, ça commence là, il y a des pages presque tous les jours. Et on peut rappeler, Guy, que si les Français qui sont établis en Grande-Bretagne constituaient une ville, ce serait la 6e ville de France. Donc ils vont participer à cette élection. Il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu. Il y a entre, je crois que c'est 80 000 et 100 000 électeurs inscrits ici. Voilà, les Français, ils vont avoir une circonscription cette fois, c'est l'Europe du Nord, à Londres, oui, et sont très présents les Français. Alors, quelles sont les questions que vous, depuis Londres, vous aimeriez poser aux souverainistes, appelons-le comme ça, gaullistes si on veut également, Nicolas Dupont-Aignan? Oui, monsieur, bonjour. Je voulais vous poser des questions. Alors, vous vous situez vous êtes assez proche aux conservateurs de David Cameron. Vous êtes eurosceptique. C'est une question. Oui, c'est un constat. Je ne crois pas. Alors, je crois à la démocratie. David Cameron s'est beaucoup critiqué parce qu'il a rompu avec les partis de la droite européenne. Vous voyez ça comme un danger? C'est bien que les conservateurs britanniques se sont mis avec les Chèques, avec les partis un peu extrêmes? Mais c'est pas la question. Chaque pays fait comme il veut. Que M. Cameron défende les intérêts du peuple britannique, c'est bien. Mais moi, j'ai envie d'un président de la République en France qui défende les intérêts du peuple français. Or, en Europe aujourd'hui, vous avez M. Cameron, même une politique qui est la sienne, je la respecte parce que c'est celle du peuple britannique, et Mme Merkel défend les intérêts du peuple français, du peuple allemand. Vous voyez, et le président de la République française n'a pas de politique. Et le drame de la France aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de politique pour garantir les relocalisations, pour résoudre le drame du chômage de masse. Et notre pays, si on continue comme ça, basculera comme a basculé l'Espagne et la Grèce. Donc, moi, je propose des mesures... La crise n'est pas derrière nous, pour vous. Mais la crise est devant nous. L'euro est mort. Tous les gens sensés le savent. Parce que vous ne pouvez pas avoir la même monnaie... Vous voulez revenir au franc, rappelons-le pour les téléspectateurs. Bien sûr, l'euro est une monnaie qui ne peut pas marcher. Elle précipite l'Europe du Sud et la France dans des déficits commerciaux et dans une récession sans nom. Mais la fin de l'euro, c'est la fin de l'Europe. Non.
Il y a des pays en Europe qui n'ont pas l'euro. La Suède est un pays ouvert sur le monde, est un pays qui a 4% de croissance cette année. La Pologne a eu de la croissance. L'Angleterre a sa voix propre. Donc je voudrais qu'on arrête de faire croire aux Européens que l'euro est une bonne affaire pour eux. L'euro est en train de détruire l'esprit de la réconciliation franco-allemande, le progrès social qui a été fait grâce à l'Europe après 1958. Mais on peut choisir l'Europe que l'on veut. Et je dis que si on ne sort pas très vite de l'euro, si on ne met pas en place un système monétaire européen souple, avec des monnaies nationales, la livre pourrait d'ailleurs participer, de manière à adapter la monnaie à la compétitivité des pays, nous aurons un scénario à la grecque, non seulement en Grèce, mais en Espagne, en Italie et en France. Et donc, il vaut mieux prévoir que guérir après. Et c'est tout l'enjeu de mon projet politique, qui n'est pas un projet de repli, qui est un projet de reconstruction. Alors, Guy, vous avez donc eu peut-être une réponse à cette question. Un dernier mot par rapport à cette réaction ? Bah oui, je crois que M. Dupont-Aignan aura bien une place dans le parti conservateur de M. Cameron. Hein. C'est exactement qui sont très contre l'euro. J'avais une question à lui poser, justement, parce que M. François Hollande, se fait beaucoup critiquer en Angleterre par rapport à son approche au monde de la finance. Le City of London, ici, ça fait, comme vous le savez, ça fait tourner le pays un petit peu maintenant. Et alors, on pose la question, effectivement, à Nicolas Dupont-Aignan sur cette finance, notamment symbolisée par la City. C'est votre ennemi également, cette finance-là ? Moi, je n'ai pas d'ennemi déclaré symbolique pour après se coucher. Je veux résoudre les problèmes de mon pays. Et il y a une mesure très simple, mais d'ailleurs qui va se faire en Grande-Bretagne, que je sache. C'est que je propose en France la séparation des banques de détail et des banques d'investissement pour que l'épargne des Français, des entrepreneurs, des commerçants, des artisans ne soit pas jouée sur les marchés financiers. Je propose la sortie de l'euro aussi pour que la Banque de France puisse financer à 0% l'État pour les grands investissements d'avenir et pour échapper aux marchés financiers et aux raquettes des marchés financiers. Après, la City se gouverne comme elle veut. Moi, je suis là pour défendre l'intérêt des Français. Alors, merci. Nous saluons Guy. Merci d'avoir été des nôtres en direct de Londres. Et autre journaliste qui vient de nous rejoindre, je vous l'avais indiqué il y a un instant, Alberto Toscano. Alberto Toscano, correspondant de l'AGA, l'agence de presse italienne, donc à Paris. Alberto, grand Européen, vous aimez cette Europe. Alors, il y a peut-être un choc. Je vous laisse poser la première question. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur. Je suis immigré mais régulier. Écoutez, vous dites sortie de l'euro. Pendant les 5 ans de la présidence de Nicolas Sarkozy, la dette publique française a augmenté de 1 200 à 1 700 milliards d'euros. Cette dette est libellée en euros. Si la France sortait de l'euro, imaginons, comme c'est parfaitement logique, le franc français serait dévalué. Donc les Français devraient payer encore plus pour refinancer leur dette. Double mauvaise affaire, dites-vous. Non, alors, pour une raison très simple. Quand on est passé à l'euro, l'Italie, et j'adore l'Italie, donc l'Italie... J'adore la France. Eh ben alors, c'est pour ça qu'on s'aime. L'Italie... pas politiquement. On ne sait pas. On ne sait pas. Vous ne connaissez pas vraiment mes idées. L'Italie, la France ont transféré leur dette au jour J, qui est passé en euros. La sortie de l'euro fera que la dette sera transformée en nouveaux francs ou en euro-francs à l'instant T. Ça ne changera absolument rien. J'ajoute, dernier point, qu'aujourd'hui, la Banque d'Italie, comme la Banque de France, pour financer les déficits, sont obligés d'être rackettés par les marchés financiers et de payer des taux exorbitants. Mais qui baissent 6%. Actuellement. Oui, enfin, qui sont quand même exorbitants. En sortant de l'euro pour l'Italie aussi, ce sera une bonne affaire. Et c'est inéluctable aussi pour votre pays. En sortant de l'euro, la Banque d'Italie ou la Banque de France financeront à 0% leur déficit, c'est-à-dire ne paieront pas de taux d'intérêt exorbitants. Car moi, je trouve quand même curieux, si je peux finir juste ma phrase, oui, allez-y. Je trouve quand même curieux qu'aujourd'hui, cette fameuse Europe dont on se gargarise est une Europe qui est capable de prêter la BCE 1 000 milliards d'euros, à 1% aux banques privées. 1%, c'est-à-dire de l'argent quasi gratuit. Et ces mêmes banques privées, avec la bénédiction des dirigeants européens de M. Monti, M. Draghi, M. Sarkozy, Mme Merkel, sont en train d'épuiser, de tuer les peuples en leur prêtant entre 3 et 28% pour la Grèce. Si vous aimiez tant l'Europe, et je sais que vous l'aimez au fond,
La Banque centrale européenne pourrait prêter pour créer des infrastructures, pour créer des universités, pour investir dans les sciences de l'avenir, pour préparer l'Europe à la mondialisation. Ce n'est pas le gouvernement de faire ce choix-là. Non, c'est le Là, choix. Il y a l'argent. C'est le choix. C'est le choix qui est fait par cette Europe qui n'a plus rien à voir avec la belle idée européenne, qui est une Europe qui est prisonnière des marchés financiers et de dirigeants qui sont les esclaves et les dépendent de marchés et de technocrates à Bruxelles. On confond la belle idée européenne et ce qu'on en a fait. Eh bien, on a encore le droit, les peuples, de changer ça. Au nom de quoi n'aurions-nous pas le droit? Peu de temps pour vous interroger. Très bien. Donc je vous prie de mettre le Je vous laisse la réponse. Mais je vous donne la réponse. La dernière étude de la Banque Natixis, le célèbre et prestigieux centre d'études de la Banque Natixis, dit quand même qu'indiscutablement, l'euro a profité aux Français et aux autres Européens en garantissant des taux d'intérêt très faibles et de façon durable. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je réponds que la Banque Natixis dont vous gargarisez, a fait la plus grande escroquerie en France sur les épargnants. La Banque Natixis est la plus grande escroquerie sur l'épargne des Français, puisqu'on a vendu à un certain prix une action et qu'après elle avait valu rien. Et que ces économistes des banques, bien sûr, sont favorables à l'euro, puisque les banques en Europe vivent de l'euro. Elles empruntent à la Banque centrale à quasiment zéro et elles rackettent les peuples. Je veux changer ça. Et seule la sortie de l'euro permettra de nous débarrasser de ce système fou. Voilà, merci Alberto pour ce regard, pour ces quelques questions sur l'euro. Il aurait aimé peut-être poser d'autres questions. Sans aucun doute. Une petite. Pour la fin. Écoutez, vous voulez rétablir les frontières. Mais la loi de la jungle, monsieur. Nous avons été amis encore plus avec l'Allemagne. On a reconstruit l'Europe. Après la période de guerre. On a fait la paix avec l'Allemagne. On a fait Airbus. On a fait Ariane. Il n'y avait pas l'euro. La Suède est ouverte sur le monde. Arrêtez de faire croire que l'euro, c'est l'Europe. Non, mais rétablir les frontières. Mais pourquoi rétablir les frontières? Mais parce qu'on a le droit de savoir. C'est une Europe ouverte. Mais on est bien dans cette Europe ouverte. Mais non. Si vous rétablissez les frontières, vous ne voulez pas, quand même pas rétablir la ligne Maginot. Mais non, mais la logique des frontières nous amènera à une Europe différente, plus triste. Quand vous allez à Nice, c'est en France. Quand c'est à Nice, on contrôle 4 fois votre carte d'identité. Pourquoi ne pas contrôler? Voilà pour cette réponse, effectivement, que vous avez amenée. Moi, je voudrais vous faire entendre une question qui nous a été posée par, vous savez, des Français établis hors de France, qui font naturellement partie de notre public et auxquels nous sommes très attentifs, qui vous posent cette question. Bonjour, je m'appelle Bertrand, je viens de Zurich. J'habite à Zurich depuis plus de 30 ans. Et ma motivation pour revenir, ça serait peut-être que tout fonctionne vraiment en France. La ponctualité pour les trains, qu'il y ait moins de grèves, et ainsi de suite. On peut avoir l'impression qu'il est pour longtemps en Suisse, cet internaute. Vous êtes un peu de cet avis, une France qui ne marche pas bien? Je ne suis pas d'accord là-dessus. Quand on regarde les chiffres, c'est une image d'Épinal. Quand on regarde les chiffres, il n'y a pas plus de grèves en France que dans beaucoup d'autres pays. Moi, je ne suis pas là pour critiquer mon propre pays. Simplement, je pense que la vraie question de la France, c'est de créer de l'activité, c'est de rétablir la sécurité, c'est d'offrir du logement à nos concitoyens. Et puis, vous savez, dans un pays qui retrouvera confiance en lui et qui aura des présidents et des élus qui sont élus conformément vraiment aux souhaits des Français, eh bien, ces problèmes disparaîtront peut-être, mais il y aura toujours des grèves comme partout. Il ne faut pas caricaturer la France. La France a plein d'atouts. Simplement, il faudrait avoir des dirigeants politiques qui la gouvernent en fonction des souhaits des Français. Alors, on va aller faire un tour sur la toile, sur ces nouveaux médias, pour voir de quoi on parle cette semaine. Ereza Punavetchi est sur le plateau de France 2012. Alors, qu'avez-vous trouvé? La semaine dernière, vous nous aviez montré une presse un peu conservatrice qui tapait sur François Hollande, le candidat socialiste. Et cette semaine, changement de tonalité? Exactement. Les quotidiens conservateurs dits de droite, étrangers, se sont attaqués cette semaine à Nicolas, pas vous, monsieur Dupont-Aignan, mais Nicolas Sarkozy. Ne confondez pas. Le candidat président qui s'est vu attribuer un nouveau patronyme par le prestigieux Wall Street Journal. Vous allez voir ça tout de suite. Regardez, le journal américain l'a tout simplement appelé Nicolas Le Pen. Rien que ça. En fait, l'article revient sur le discours prononcé ces derniers jours à Villepinte sur l'Europe, vous savez, et l'éventuel retrait
de la France des accords de Schengen. Alors prenez une pincée d'euroscepticisme, une poignée de protectionnisme sur fond de lutte contre l'immigration clandestine. En gros, c'est la vieille recette pour draguer les voix du Front National. Et la presse, et plus particulièrement le Wall Street Journal, juge plutôt cela calculateur et cynique de la part du président français. Un avis partagé aussi en Suisse, puisque le Temps, le quotidien de centre-droit Le Temps, ne manque pas d'ironie et remercie carrément le chef d'État français sortant de jouer le jeu de l'UDC, vous savez, l'Union démocratique du centre, la formation suisse qui se situe plutôt à la droite de l'échiquier politique français. Alors vous-même, monsieur Dupont-Aignan, en tant que souverainiste plutôt qu'européen, vous ne craignez pas que ce genre de discours séduise votre électorat ? Écoutez, je pense que Nicolas Sarkozy n'est plus crédible. Il dit tellement tout et son contraire que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut reconstruire la France sur des bases saines. Et je pense qu'il faut de la protection. Je crois au protectionnisme intelligent, comme tous les pays. Et je ne vois pas pourquoi la France n'aurait pas le droit de faire ce que fait l'Argentine, le Brésil, la Malaisie, la Corée, l'Allemagne même, qui est très protectionniste au fond. Je crois qu'il faut le faire dans un esprit d'ouverture, de rassemblement. Par exemple, je suis l'un des seuls à avoir l'idée d'une vraie protection euro-méditerranéenne. Le défi du bassin méditerranéen est fondamental. Personne n'en parle dans cette campagne. Je suis le seul à parler du développement de l'Afrique, d'avoir des zones régionales de libre-échange, mais où on protège l'agriculture africaine. Je suis le seul à parler de tous ces sujets. On peut avoir un patriotisme éclairé, tranquille. C'est tout l'enjeu de ma candidature. Et en vérité, on le voit, le fonctionnement de la vie politique française aujourd'hui est sur cette opposition Le Pen d'un côté, Sarkozy qui essaye de récupérer, et puis le néant sur le fond. Espérons, et grâce à votre émission, qu'il y ait un premier tour où les Français, de métropole comme de l'étranger, peuvent découvrir d'autres programmes. Et je les invite à venir sur mon site internet. Ils pourront voir ce que je propose. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres. Peut-être encore cette question qu'il est tradition de poser. Si vous n'êtes pas élu président de la République, et vous n'allez pas l'être, qu'est-ce que vous allez faire ? Je rappelle que vous êtes crédité, je le dis sans condescendance, vous êtes autour de 1%. Donc voilà, il manque 49%. Mais qu'allez-vous faire ? Vous continuez cette lutte ? Les sondages sont les sondages, les suffrages sont les suffrages. Alors que ferez-vous si vous n'étiez pas ? Je continuerai mon combat, bien évidemment, puisque je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les convictions et l'idée que j'ai de mon pays. Donc, je ne suis pas là pour me faire plaisir, parce que si je voulais me faire plaisir, j'irais sans doute dans l'un des deux grands partis, à la soupe, qui ont échoué depuis 30 ans. Oh, je ne suis pas sûr. Je suis trop libre et trop indépendant. Je le fais parce que je suis certain qu'il y a une voie pour la France. Je suis certain qu'on peut sortir de la crise. Mais il faut remettre en cause le cadre dans lequel on s'insère depuis 20 ans et cette dictature européenne qui n'a rien à voir avec l'idée de réconciliation des peuples. Alors, merci d'avoir été sur ce plateau de France 2012. Aujourd'hui même, vous avez déposé vos 500 signatures. Vous faites partie donc des candidats qui pourront concourir. Je vous propose de continuer avant de recevoir un autre candidat dans quelques instants avec un air de campagne.